On fait un micro Alzheimer Je vais faire attendre que je fasse vite. Bon, eh bien, bonjour à tous, bienvenue à la Sprint revue numéro 27 d'EasyParts. Donc, qui a commencé le 8 octobre et qui se termine aujourd'hui le 5 novembre. Le thème du sprint, c'était enrichissement en cache. Hein, c'est la poursuite des enrichissements, mais là, on essaye d'économiser les requêtes. Donc, on vous expliquera ça. C'était un sprint très court, mais pour lequel on a fait pas mal de choses. Voilà. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va évoquer les travaux qu'on fait en interne à l'INIS, donc déploiement migration. On essaye d'utiliser à la fois EasyParts et Analogist pour mettre en place des nouvelles façons de travailler. On a fait au cours de ce sprint un gros travail, bon, c'était pas le thème du sprint, mais on a fait un gros travail sur les nouvelles analyses, les nouveaux parseurs, la revue des plateformes existantes. Avec le retour d'Abdel, il a vraiment fait beaucoup de travail à ce sujet-là. Un peu d'action de communication. Le thème du sprint, l'enrichissement en cache, Yannick vous montrera en quoi ça consiste. On a fait quelques améliorations encore sur Analogist, donc la nouvelle plateforme pour mémoriser les analyses des plateformes. Et puis Cécilia vous montrera donc l'usage qu'on peut faire de l'enrichissement en ce qui concerne la datation des consultations dans le cadre d'Ilistex. Elle avait déjà fait une petite présentation, un petit teasing par rapport à la faisabilité, mais là on a des chiffres sur une période beaucoup plus importante. Voilà. Donc les déploiements migration interne, ça consiste à prendre possession des nouvelles machines. Donc c'est des machines virtuelles, des machines de production, VP EasyParts, VP Analogist, hein, c'est pour ça que c'est VP. Donc à la fois pour EasyParts, à la fois pour Analogist, pour dire en quoi ça consiste. C'est pour bien séparer tout ce qui est production de ce qui est intégration, de ne pas mélanger les applicatifs, parce qu'actuellement on est un petit peu bancal avec Bibliolog, Bibliomap, etc. Donc bien répartir les choses de façon à ce que faciliter le travail des exploitants en fait des applicatifs. Et puis tout évolue hein, et au niveau exploitation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gros travail actuel à l'INIS avec des outils qui s'appellent Vagrant, Puppet, et on est un peu novateur au niveau Docker. Donc c'est des containers, on l'avait évoqué au cours d'un précédent sprint. Et donc tout ça, on est en train de le mettre en œuvre en collaboration avec le service d'exploitation d'INIS. Et donc ça avance, mais c'est pas facile parce que on se heurte à des petits soucis, genre le proxy, voilà, typiquement. Et ça nous retarde un peu des fois, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Mais on progresse et ça se passe relativement bien. Donc ensuite, le travail sur les nouvelles analyses. On a eu 4 nouveaux parseurs pendant ce sprint, même s'il était très court. On a fait bouger pas mal de choses. Il y a eu 20 plateformes au moins dans la colonne 3, c'est la colonne des parseurs, des analyses terminées. 11 plateformes en plus dans la colonne C5, c'est-à-dire que c'est à tester avec de vrais logs. Et 11 plateformes en plus dans la colonne 10 qui est tout est bon, tout est OK. Voilà. Et puis donc le groupe stat, les personnes qui regardent la qualité en fait des événements de consultation remontés a fait aussi pas mal de travail pour corriger des choses, voir qu'il y avait des DOI qui n'étaient pas bien constitués, etc. Donc on a beaucoup travaillé à ce niveau-là. Les actions de communication, on a eu l'occasion de présenter EasyParts à Internet Librarian. Donc, on a eu
un bon accueil. Internet Librarian, pour en dire quelques mots, c'est une manifestation qui est l'équivalent de Liber. Hein, on l'avait aussi présenté à Liber, mais pour ce qui est plutôt Europe du Nord et puis Angleterre et même États-Unis. Donc l'avantage d'Internet Librarian, c'est qu'on a un auditoire qui est à la fois qui est en anglais, mais qui est à la fois Europe du Nord et aussi États-Unis parce que les Américains se déplacent. Le ressenti que j'ai eu de ce congrès, c'était que c'est un petit peu c'est un peu mondial en fait, hein, le questionnement par rapport à l'activité de la documentation hein, dans les bibliothèques. Qu'est-ce que vont devenir les bibliothèques? Parce que comme tout est numérique, il y a plein de bouleversements. Qu'est-ce que vont faire les bibliothécaires? Il y a beaucoup plus de choses dans la constitution d'ateliers, de faire venir les gens à la bibliothèque parce que les gens se déplacent de moins en moins. Mais c'est assez, c'est plein d'idées qui partent un peu des fois dans tous les sens. C'est assez étonnant, mais c'est très instructif. Un gros volet aussi, c'était la valorisation des choses. Il y a une journée qui a été consacrée à ça. Enfin, il y avait un grand thème qui a bien plu, c'était en fait toutes les représentations graphiques de tout ce qui est chiffres, la mise en valeur des chiffres avec ce qu'on fait un peu avec Visotio, façon de représenter et de comparer les choses. Donc, on a eu une bonne réception. On n'était pas forcément super bien programmé. On était en fin de congrès et en fin de journée. Mais la documentation est bien partie. Moi, les contacts que j'ai eus, c'était les gens qui utilisaient un serveur mandataire. Ils l'utilisaient surtout pour les nomades, en fait. Donc, ils avaient une partie qui était reconnaissance avec adresse IP, donc pas de fichier de log. Donc, potentiellement, ils étaient moins motivés pour utiliser EasyParse. Et puis, on a eu aussi quand même un contact avec un collègue suisse donc qui a été intéressé aussi, qui est assez actif sur les réseaux sociaux. Et puis, suite à notre présentation, il y a eu pas mal de gens qui nous ont suivis sur Twitter. Voilà. Donc après, bon, si vous avez des questions sur Internet Librarian, oui, dernier point, c'est que notre présentation quand même a bien plu parce que la personne, le Skeleton qui organisait les sessions, nous a dit candidatez l'année prochaine, montrez-nous des choses, c'était intéressant, et donc potentiellement il y a une ouverture de ce côté-là. Voilà. Donc autre action de communication, Thomas a fait pas mal de com pour relancer les testeurs, parce que effectivement là, comme ce sprint, on a fait pas mal de choses sur les plateformes. Donc, relancer pour que les gens testent avec de vrais logs. Ça a été le cas pour Mediapart. On a eu un résultat, on a eu une réponse concrète. On a relancé aussi les contacts pour l'élaboration du document sur la CIL. Donc, on espère qu'on va pouvoir avoir un rendez-vous bientôt. Là, on a complété le Doodle. Et puis, on a fait une annonce aussi de fin de la version Windows, là, pour annoncer officiellement que on ne se pencherait plus sur cette version. Elle fait juste, en fait, elle permet une installation qui donne des raccourcis vers l'instance nationale. Voilà pour la communication. Ensuite, les choses un peu plus concrètes, un peu plus dans le dur. Hein. On a résolu des bugs. Et puis là, je vais peut-être te passer la main. Okay. Parce que c'est toi qui l'as fait. Donc, voilà, je te laisse parler. Tout à fait. On verra. Alors déjà pour ce qui est d'EasyParse, on a réglé deux problèmes qui étaient là depuis un moment et qui sont passés relativement inaperçus d'ailleurs, mais qui sont assez majeurs. Déjà un problème, on a réglé un problème de back pressure
qui se traduisait, pour faire simple, où quand on faisait un seul traitement, en gros, plus rien répondait en dehors du traitement. Voilà, impossible pour une deuxième personne, par exemple, de visiter EasyParse pendant qu'un traitement était en cours, parce que voilà, quand on a un problème de backpressure, ça bouffe. Enfin, voilà, je me comprends. Bon, le reste, c'est technique. Ensuite, on a un souci que, par contre, certaines personnes ont peut-être déjà dû voir en faisant des traitements relativement longs depuis le navigateur. Lorsqu'on donne à EasyParse depuis le navigateur un gros fichier à gérer, au bout de grosso modo 2 minutes, mais ça dépend du navigateur, on commençait à voir n'importe quoi sur l'interface. Selon le navigateur, parfois ça faisait une erreur, parfois ça recommençait le traitement, mais les métriques clignotaient un peu. Et donc ça vient du fait que le navigateur envoie un fichier, mais ne reçoit pas vraiment de réponse du serveur. Et donc, au bout d'un certain temps, il considère que la requête est morte, étant donné qu'il ne reçoit pas de réponse. Donc ça devrait être réglé. On devrait maintenant pouvoir faire passer sans problème des gros fichiers depuis le navigateur. Ensuite, on a maintenant la possibilité de recevoir un mail à l'inscription quand quelqu'un s'inscrit, quoi. Donc, pour qu'on puisse, étant donné que maintenant on a pu la version Windows notamment, donc les gens vont sans doute utiliser un peu plus l'instance nationale d'EasyParse. Et on aimerait bien être informé plutôt que d'avoir à aller régulièrement sur l'interface d'administration. Donc voilà, bon, ça n'a pas besoin de faire une démo. L'objectif, c'est qu'en fait, on n'a pas trop de visibilité sur qui utilise EasyParse et comment. Et on voudrait bien avoir des chiffres, avoir les moyens d'avoir des chiffres. Voilà. Et ça le permet. Ensuite, oui. Ok. Donc ensuite, pour ce qui est du thème du sprint, donc on a décidé à partir de ce sprint d'activer par défaut l'enrichissement via l'API de Crossref. Et pour ce faire, il a fallu qu'on mette en place un cache, parce que c'est là tout le monde va commencer du coup à envoyer des requêtes à Crossref, il va falloir faire en sorte de les diminuer un peu. Donc, oui, tout à fait. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que donc EasyParse fait des requêtes à Crossref quand il détecte des DOI à l'intérieur des éléments de consultation pour récupérer donc des métadonnées. Et les métadonnées associées à un DOI, on va les mettre dans un cache, on va les stocker, en l'occurrence dans MongoDB, pour une période déterminée. Par défaut, ça va être une semaine. Ce qui fait que on n'aura pas besoin de refaire ces requêtes quand on va recroiser le même DOI. Et notamment si on refait plusieurs fois le même fichier, du coup, il n'y aura plus de requêtes à faire. Voilà. La dernière fois, on avait fait des paquets, c'est-à-dire plutôt que d'interroger pour chaque DOI, on envoyait tout un paquet de DOI à résoudre. Et donc là, l'étape suivante, c'est tout ce qu'on a récolté, on le stocke pour ne pas seulement avoir à faire 2-3 requêtes. Là. Donc ensuite, pour ce qui est d'Analogist, on a corrigé un souci au niveau de la vérification des droits, c'est-à-dire que l'API de Trello est extrêmement exhaustive, mais aussi extrêmement mal documentée. Donc, on n'utilisait pas le bon champ, tout simplement. Donc, ça a été réglé. On a aussi corrigé un souci au niveau de l'autorisation de l'application. Comment que je pourrais dire ça? Lorsqu'on se connecte à Analogist, donc on passe par Trello. On se retrouve sur une page où il dit l'application Analogist demande des droits d'accès à votre compte, à accepter ou pas. Et il se trouve que quand on acceptait, jusque-là, dans vos paramètres de Trello, il y avait, comment je dirais, l'application était autorisée à chaque fois, une fois de plus. Comment je dirais, il y avait... Ah
enfin, le contexte général, c'est une interaction avec Trello et Analogist, et le fait que si on a un compte sur Trello, on peut, et puis que ce compte sur Trello est autorisé à faire des modifications, et bien on répercute en fait ces autorisations sur Analogist en utilisant l'API Trello. Et donc l'API Trello elle offre plein de possibilités, mais il faut savoir s'en servir, et pour savoir s'en servir, il faut comprendre la doc, qui n'est pas toujours. Et donc là, on a fait des petites rectifications. C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans Trello où vous avez la liste des applications que vous avez autorisées à accéder à certaines choses de vos comptes. Et donc l'Analogist se dupliquait à chaque fois qu'on se connectait. Et donc ça a été corrigé. Et on a ajouté maintenant un bouton pour demander à être membre de la board, vu que c'est ça qui correspond au droit, pour pouvoir modifier les analyses. Donc maintenant, si on se connecte via Trello et qu'on n'a pas les droits, on va pouvoir cliquer simplement sur un bouton et on va recevoir un mail avec ce qu'il faut pour vous ajouter. Voilà. Voilà. Donc après, si c'était pas clair, on pourrait poser des questions tout à l'heure. À moi. François ? Alors, grâce à l'API Crossref, comme vous le savez, on peut ramener les années de consultation. Et ces années de consultation, elles étaient surtout utiles pour connaître les usages des revues ISTEX. Donc, on avait fait une petite expérience sur seulement un mois de log. Donc là, on a fait une vraie étude pour l'utilisation des données ISTEX. Donc, on a pris 1 an de log de 6 portails. On a pris 2014. Alors, attention, je reprécise bien, on mesure ici les accès aux ressources ISTEX qui sont, c'est via les plateformes des éditeurs commerciaux et pas encore depuis la plateforme ISTEX développée à l'INIS. C'est pour avoir une idée de ce qui est regardé en revue négociée ISTEX. Donc, le traitement, il s'est fait sur cette année entière de log, sur les 6 portails, avec l'enrichissement ELS et MetaDOI. Ça, on en avait déjà parlé longuement. Donc, quelques données au préalable. Ici, on a fait un petit tableau synthétique qui donne les plateformes, ce qui a été négocié par ISTEX. Après, dans la deuxième colonne, vous avez ici, est-ce qu'on y a accès au CNRS via les portails? Et c'est surtout ce qui est important, est-ce qu'avec EasyParse, on arrive à ramener le DOI, puisque c'est le seul moyen d'avoir ensuite l'année de consultation. Donc, on a les 4 principales plateformes, les 4 grosses, en fait, ISTEX, on y a accès au CNRS, bien entendu, et on arrive à ramener le DOI avec ici un pourcentage de réussite qui est indiqué pour cette plateforme. Pour celles qui sont en orange, on y a accès, mais on n'a pas récupéré les années de consultation pour EasyParse, donc on ne pourra pas faire l'étude dessus. Et puis pour celle-là, on n'y a pas accès, on n'a pas de log au CNRS, donc là, on ne peut pas non plus faire d'études là-dessus. Donc, pour avoir les idées claires, pour parler gros chiffres, on part de quoi? On part de 4 millions environ événements de consultation juste articles. J'ai gardé que les articles, pour le moment, pas le reste, pour 2014. Sur ces 4 millions, on en a 71% qui peuvent rentrer dans l'étude puisqu'ils ont un DOI et donc on peut ramener l'année de consultation. Et sur ces presque 3 millions, quand on enrichit avec Crossref, il y a 98% de réussite d'enrichissement. Donc là, c'est avec l'API, on a quand même un super taux pour récupérer les années. Donc là, c'était vraiment pour avoir les idées claires de quoi on part pour l'étude. Pourquoi ça ne marche pas des fois? On a mis ici 3 petits exemples. Là, on ne sait pas pourquoi. Celui-là, il n'a pas été reconnu par l'API Crossref, mais on va fouiller, on les a mis de côté, ceux qui ne sont pas reconnus. Ici, le DOI a été reconnu, mais l'API Crossref n'a rien remonté. Donc, pareil, on les a mis de côté, on va fouiller. Et puis, celui-là, il y a le PDF qui revient dans le champ qui doit être traité par Crossref. Donc là, c'est un problème d'EasyParse où il faudra mieux découper pour que l'API Crossref puisse en tenir compte. Donc ça, c'était juste pour montrer pourquoi 2% ne marchait pas, mais on est sur le coup. Donc, au préalable, pour traiter des revues, de ce qui est négocié ISTEX, on ne peut pas prendre tout Springer, tout Elsevier, tout Nature, tout Wiley. On prend ce qui est négocié par ISTEX. Donc,
Avec Sylvie, on a fait un gros travail de croisement dans l'Isopio et tout. On a été chercher les titres des revues qui sont négociés ISTEX et à partir de quelles années, avec des traitements dans l'Isopio et tout. On a tout croisé et on ne garde que, enfin, on fait un paquet qu'on appelle courant et un paquet qu'on appelle ISTEX que sur les revues qui sont négociées ISTEX. Là, tu as un e-book, alors que tu dis que tu prends les articles. Le livre électronique, tu le lis par Springer. Ouais, mais je les ai pas. Là, c'est ce que j'ai copié du site négocié, mais je les ai pas gardés dans les. D'accord. Donc là, c'est que articles. Donc voilà les différents pourcentages de consultation. Donc on voit en fait deux grosses catégories. Nature et Wiley, où c'est un bon pourcentage où on regarde les archives, et puis les deux là où c'est un plus petit pourcentage. Et si on revient un petit coup en arrière, ça s'explique par les années à partir du moment où c'est considéré comme courant et comme archive. Ici, c'est seulement à partir de 2001, donc c'est normal qu'il y en ait moins, alors que pour les 7 revues Nature, c'est à partir de 2012 qu'on passe en archive. Donc en fait, voilà les pourcentages. Donc je ne vais pas détailler chaque revue, mais on voit bien. Et ce qui est plus intéressant, c'est de voir ici la courbe par année de consultation, enfin par année de publication, et puis par revue. Donc on voit bien quand même que dans les logs, les chercheurs regardent les articles récents en majorité. Donc là, par exemple, voilà. Et puis là c'est pareil, éclaté par, je sais pas si on voit bien, donc, en bleu c'est Nature, en brun c'est Science Direct, en violet c'est Springer, et là c'est Wiley. Le nombre de consultations par année de publication aussi. Voilà, ou une étude plus complète pour ISTEX. Ce que j'avais à vous C'est dire. bien, il y a des consultations en 2015. Il y a quoi? Ils sont pas nuls. C'est 2014. Non, c'est 2015. Là, ouais. Que tout soit à zéro en 2015, ça ne me paraît pas illogique. D'ailleurs, 2015, on ne va même pas apparaître, puisque 2015, c'est pas partie de. Mais il y a les préprints, tu sais, des fois. Mais tu as quand même 2000, je vois pas d'ici. Ah ouais, 2000. Là, ça tape pas zéro, quoi. Ah, c'est bizarre. Mais même, on arrive à choper du 2016 aussi. Donc, il faudrait vérifier que ça soit bien exact. Ou tu arrêtes ton truc à 2014, de toute façon. Ouais, si tu veux. Celui-là, il s'arrête net. 2014, il n'y a rien. Le Nature, il s'arrête net à 2014. Les autres, normal. Ouais, c'est normal. Mais des fois, il y a les préprints en décembre et on peut consulter des trucs qui sont quand même années de publication de l'année d'après. Donc c'est. Ah, d'accord. Ah oui. Je pense que c'est ça l'explication. En novembre-décembre, tu peux avoir le numéro de janvier-février qui est déjà. C'est des logs de 2014, mais en fait qui sur des Après, on n'est pas à l'abri que la frontière ISTEX elle soit un peu poreuse sur la plateforme des éditeurs. Oui, tout à fait. Enfin, ça serait pas étonnant. On constate quand même qu'il y a une grosse chute, même quand c'est pas à zéro, il y a quand même un gros. Même dans les livraisons sur la plateforme. Ouais, en plus. Ils sont censés nous livrer jusqu'à 2001 et on a des articles quelquefois qui débordent à 2002, 2005. Enfin, voilà, ils n'arrivent pas à couper pile poil la bonne année. Quoi. Vous les rendez? Vous les rendez? Non. Ça vous c'est vendu, on les garde. Donc, sinon, pour conclure cette sprint revue, juste pour dire que en termes de sprint revue, c'est la dernière aujourd'hui. On aura encore un prochain rendez-vous qui sera vraiment le bilan du projet. Mais là, on ne va pas planifier un nouveau sprint vraiment. On va consolider l'existence et on approche quand même de la fin. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc le bilan, on le prévoit avant les vacances de Noël, à peu près la semaine du 14 décembre. Voilà. Voilà, si vous avez des questions. Moi, j'ai 2 commentaires à faire, enfin un commentaire et une information à vous donner. Le commentaire, c'est sur l'ISTEX, c'est hyper intéressant parce que ça donne effectivement l'aspect concret au travail, notamment l'embauche d'Abdel sur le budget ISTEX pour travailler dans le projet EasyParse. Et on peut effectivement voir que il y a quelque chose, si tu veux, qui a été produit et qui maintenant permet de mesurer les usages sur les plateformes. On est bien d'accord, mais c'était ça la commande, donc c'est parfait. Donc, je pense que je m'en servirai ou je te demanderai éventuellement d'intervenir dans un prochain COMEX pour populariser ce travail qui a été fait et montrer qu'effectivement il y a un rendu réel
des comptages, des stats, tout ça. La deuxième chose que je veux dire, c'est une information par rapport à une visite d'EBSCO qu'il y a eu cette semaine, et par rapport aux URL un peu opaques et aux identifiants internes, hein, comme chez le Devir, donc chez EBSCO, ils ont un grand identifiant interne et tout. Donc on leur en a fait part. Ils ont fait que constater que effectivement c'était comme ça chez eux actuellement et qu'ils ne pouvaient pas grand-chose. Par contre, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y aurait une release de DS, donc EBSCO Discovery Service en 2016, courant 2016, la date n'est pas encore fixée, avec donc des API qui permettraient depuis un numéro interne EBSCO d'accéder au DOI, c'est-à-dire reprendre un peu ce qui est fait chez le Devir, hein, pour faire ça. Okay. Donc ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'à une échéance de 6 mois ou de je ne sais pas combien de mois, on pourra décoder les URL EBSCO à travers ce mécanisme, ce double mécanisme de l'identifiant interne ramène un DOI grâce à une API EBSCO et après le DOI ramène les informations grâce à C'est cool. C'est une bonne nouvelle. Et pour d'autres outils de découverte, je sais pas moi, Summon, il y aura la même solution? Alors, pour Summon, on ne sait pas si... Enfin, on ne l'utilise pas ici. Donc, on n'a pas fait l'analyse sur déjà comment se comporte l'URL. Est-ce que dans l'URL, est-ce que l'URL est open URL ou est-ce qu'elle est opaque? Et si elle est opaque, voilà. Nous, à l'INIS, on travaille avec EBSCO sur les portails qu'a cité Cécilia. Donc, je ne sais pas. Mais ça sera intéressant de savoir. Si vous avez Summon, ça sera intéressant de savoir comment est construite l'URL d'accès aux documents dans Summon. Et est-ce qu'effectivement, on peut directement y récupérer des informations de façon native ou est-ce qu'il faut passer par une indirection de type API? D'accord. Ok. Bah, ce que je peux faire, c'est vous envoyer des URL et... Oui, n'hésitez pas, ouais. Oui. Ok. Vous pouvez enseigner... Et donc vous, c'est ce que vous utilisez? Vous utilisez Summon? À Toulouse, ouais. C'est un outil. Et pour une grande partie de vos ressources ou pour une petite partie ou quelle est la proportion à peu près? Ah, il est sous-employé, hein, cet outil découverte. Ça va pas bien pris, contrairement à d'autres établissements. Et sinon, nos usagers, ils passent essentiellement par la liste AZ ou le réservoir de liens. Et là, c'est un autre outil, c'est SFX d'Exlibris. C'est SFX d'Exlibris. Ah oui, vous avez une solution hybride. Parce que nous, on a pris une solution ici, où on a pris le parti d'avoir le triptyque A to Z, Resolver et DT que le même fournisseur. Ouais, parce que si intelligent. on parle de Resolver chez l'un et l'outil de découverte chez l'autre. Enfin, voilà. c'est l'expérience qu'on avait vécue précédemment et qu'on a trouvé compliquée. Donc, on l'a passé, on a décidé d'acheter le triptyque chez un seul fournisseur. Oui, non, mais c'est tout à fait logique. Ouais. Bon, Okay. enfin, c'est vraiment impressionnant, effectivement. Donc, on a un détail, là, année par année, sur les consultations. Là, c'est vraiment... Ouais. Et on pourrait faire ça. Donc là, votre démo, c'est sur Iltex, mais on pourrait faire ça sur n'importe quel... À partir du moment où il y a un DOI, on peut ramener l'année de consultation et on peut faire sur toutes les plateformes qui partent de ce paramètre-là. D'accord. Et donc après aussi, ce qu'il faut voir, c'est que ça ouvre des perspectives dans d'autres domaines. C'est-à-dire que là, on s'est focalisé sur l'année de consultation, mais les enrichissements, c'est des métadonnées. Dans les métadonnées, il peut y avoir d'autres éléments qui sont aussi, par exemple, les domaines scientifiques des revues, des choses comme ça. Et ça peut être aussi intéressant d'analyser tout ça. Après, c'est plus du easy parse, hein, mais ça ouvre des perspectives pour ceux qui veulent faire des tableaux de bord, des études sur ce qui est conçu. Et ces domaines scientifiques, vous les prendriez où? Alors, chez Crossref ou je sais pas, dans l'indexation, dans la base de connaissances de l'outil de découverte, ou est-ce que n'importe où? Là, le premier pas qu'on a fait déjà, c'est de les récupérer au niveau Crossref. Alors après, comment ils font leur classement au niveau Crossref, ça je sais pas trop, mais on peut déjà avoir cette information-là au niveau Crossref. Après, on l'avait déjà fait au niveau expérimental avec les catégories du WOS, en liant sur l'ISSN
toujours en traitement de données après EasyParse, en traitant avec les données après, on l'avait fait en croisant avec les catégories du WOS. On avait déjà tout fait. Mais le WOS, c'est que 10 000 revues, enfin un peu plus, mais... Ouais. Voilà. L'avantage d'utiliser les catégories sémantiques de Crossref, c'est que ça peut être un traitement unifié pour l'ensemble des ressources. Alors que si on se base sur les catégories WOS, ben, ça va être pour les types de WOS. On va avoir les catégories thématiques pour Elsevier, on va les avoir pour Wiley, chacun va avoir un code de classement, enfin une classification différente, avec une granularité différente. Et après, pour faire le matching de tout ça et consolider tout ça, ça va être hyper compliqué. Alors que là, c'est que ça unifie les choses de passer par le même mécanisme et récupérer les mêmes informations. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est vachement bien. Ouais. Ok. Voilà, Moi, j'ai pas de questions, d'autres questions. d'accord, merci. Merci de nous avoir rejoints. Rien. Bon, et donc en décembre, la prochaine? Le bilan, Ouais. avant les vacances de Noël, Voilà, vers le c'est ça. 14-15 décembre, par là. Ouais. D'accord. On communiquera dessus. Ok. Bah, merci à vous, hein. C'est impressionnant. Merci. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir. Il y avait des questions dans la salle à propos du prélo tout à l'heure, on s'est peut-être un peu emmêlé les pinceaux, c'était clair quand même. Ah, s'il n'y a pas de questions. Ok, merci. Merci à vous. Et puis,